Bonjour tout le monde. Rebonjour. Magali, Daniel, bienvenue. Merci infiniment de prendre le temps de venir nous raconter votre histoire, qui est assez fascinante, qui est effectivement une histoire à succès. Mais peut-être avant d'entrer dans l'histoire de Password Box, rapidement nous parler de votre background, qu'est-ce qui vous a amené à être des entrepreneurs aguerris. Alors, Magali, on pourrait commencer avec toi. Bien, bonjour tout le monde. Mon nom est Magali Charbonneau. J'ai commencé dans la vingtaine. J'ai joint une organisation d'affaires qui s'appelle YEO, Young Entrepreneurs Organization. Je vivais à Toronto et c'est tout là que ça a commencé mon involvement. Ton engagement. On va faire la traduction simultanée. Je parle toujours dans les conférences en anglais, puis là, aujourd'hui, c'est en français, puis c'est ça qui me stresse le plus. Fait que ça se peut que j'ai des petits mots en anglais ici et là. J'ai rencontré deux entrepreneurs dans le temps des dot-com et qui m'ont pitché une idée hallucinante qui était de faire du web hosting pour les compagnies de télécommunications. Et puis, j'ai vendu ma maison, j'ai mis mon argent là-dedans, puis c'est comme ça que j'ai commencé à être un ange investisseur et à me mettre en équipe avec des gars de produits, en fait. Moi, j'invente rien. J'investis dans des entreprises où il y a des gars brillants de produits. J'en ai fait 4 maintenant, puis c'est vraiment mon modèle à moi. Aujourd'hui, je travaille encore pour l'entreprise qui nous ont achetés. Je suis impliquée dans plein de dossiers, comme je suis sur le Conseil de l'intelligence artificielle au Québec. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'argent par le gouvernement qui va être injecté dans l'intelligence artificielle dans les prochaines 5 années. Et puis, je suis Limited Partner chez Innovia Capital. Je suis sur leur comité d'investissement. J'aime bien m'impliquer sur des dossiers qui prennent de la valeur au Québec. Et je suis aussi sur le conseil d'une compagnie qui s'appelle Ad Energy. On fait des bornes de voitures électriques. Alors, c'est un peu ça. Vas-y, Dan. Mon nom est Dan. J'espère que ça va bien. Mon nom est Dan. J'ai eu un petit problème avec mon algorithme de calcul. J'ai sauté une roche, puis j'ai manqué T'as mon sauté coup. une roche? Oui. Ouais. En vacances, j'imagine? Au Portugal. Puis là, je suis revenu, je leur ai donné les radiographies, puis les médecins ont dit « Ah, c'est trop flou, va en passer d'autres. » Donc, je ne sais pas, on n'a pas les mêmes systèmes de santé ici et là. Background, écoutez, je suis un entrepreneur depuis que je suis tout petit. Quand j'avais 7 ans, puis que les hamburgers devenaient en vente au Burger King à 29 cents, j'en achetais 200, je les mettais dans le congélateur, puis je les revendais à mes amis. Après ça, j'ai eu diverses entreprises. J'ai fondé 5 entreprises qui ont été vendues. Une, un fournisseur Internet. Ensuite, j'en ai vendu une en 2006 à Power Corp. Les 2 plus connus sont Stream the World, qui a été vendu en 2009 à une compagnie de la Californie, qui était dans le domaine du streaming, donc diffusion audio-vidéo sur Internet. On était le leader, Amérique du Nord, avec ESPN, Disney. Au Québec, on streamait Tête à claque. Je ne sais pas si les gens se souviennent. Tête à claque, personne ne connaît ça, ben oui. Donc, ça existe toujours. Encore une centaine de personnes qui travaillent pour cette compagnie-là à Montréal. Puis récemment, on a été acquis par Intel. La compagnie s'appelait Password Box. Équipe extraordinaire. Puis ça a été une aventure extraordinaire. Je pense que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui d'ailleurs. Est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs? Oui, c'est ça le problème. Puis je ne voulais pas travailler pour mon père. Donc, très jeune, je me suis organisé, parce que mon père il me faisait travailler trop fort. Très jeune, je me suis organisé pour ne pas travailler pour mon père. Mon père était dans le nettoyage à sec. Je ne sais pas si vous savez, un nettoyeur à sec l'été. Il fait chaud. Hein? Il fait chaud. Donc, j'ai parti à autre chose. Je cueillais des fraises d'un champ de fraises à Sainte-Anne-des-Plaines dans le Rang-Lepage. Très poche. Il fait chaud là aussi, par exemple? Très chaud. Hein? Très chaud. Puis là, tu travailles pour quelqu'un d'autre en plus. Vous semblez impliqué encore dans plusieurs projets. Quand vous avez bâti Password Box, parce que c'est ce dont on va parler, est-ce que vous aviez plusieurs projets en même temps, puis tout à coup, c'est celui-là qui a fonctionné? Ou non, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut faire une start-up et plusieurs choses à la fois? Ma réponse est non. Je l'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Tu avais plusieurs projets en cours? J'avais plusieurs projets, puis à chaque fois que j'étais dans plusieurs choses en même temps, ça ne fonctionnait pas. Je pense qu'on est mieux de
prendre notre énergie puis la mettre dans une chose. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, Reid Hoffman a déjà dit, partir une entreprise ou une start-up, c'est comme se lancer d'un avion puis assembler le parachute en descendant. Si tu te lances d'un avion puis tu assembles le parachute en descendant, tu n'as pas vraiment le temps de faire autre chose que d'assembler le parachute. Ouais. Ou de commencer à choisir ton parachute. Exact. C'est pas une bonne Donc, idée. ben, nous c'était très important, même que, là, vous allez me trouver dur, mais je ne permettais pas au monde qui travaillait pour nous de faire autre chose. Puis quand venait le temps de venir à des conférences ou de prendre des formations, il fallait que ce soit en ligne avec les objectifs de la compagnie. Donc, si quelqu'un venait me voir me disait « OK, j'aimerais ça aller à Startup Fest », ben, explique-moi comment ça va aider la compagnie. Puis si c'est en ligne avec nos objectifs, par exemple, on veut augmenter telle métrique, on veut baisser notre coût d'acquisition, on veut puis une conférence reliée à ça, bien, à ce moment-là, je le permettais, mais le nombre de fois que j'ai dit non aussi. Donc, le focus, je pense que c'est essentiel. Puis, Magali, d'ailleurs, investit dans plusieurs startups. Moi, j'ai investi dans 45 startups jusqu'à présent. Magali en a fait une dizaine. Puis c'est quelque chose que... En fait, c'est une des questions, une des premières questions que je demande à l'entrepreneur. Est-ce que tu es 100% focusé sur ton entreprise? Dans quoi d'autre tu es impliqué? Puis quand un entrepreneur me dit « Ah, j'ai ça me fait peur, puis j'ai pas envie d'investir dans un entrepreneur qui est pas vraiment un focusé. critère important. Puis pour ajouter à ce que Dan vient de dire, vous allez trouver ça drôle, mais notre tagline chez Passwordbox, quand on engageait des gens, c'était « You have to be outstanding. If you're good, you're fired. You have to be outstanding to work here. » Puis pour être outstanding, il faut vraiment avoir du focus. Oui, être focus et agile dans ce qu'on fait. Quand on a une idée comme celle de Passwordbox, est-ce qu'on sait un peu, vous allez me dire oui, mais à quel degré on sent, on a le feeling que ça va être un succès? Bien, ça, c'est intéressant parce que Passwordbox, les gens ne le savent pas, mais quand on a commencé, ça ne s'appelait pas Passwordbox. Ça s'appelait Forever Live et l'idée que j'avais était peut-être pas assez bonne. Puis comment savoir si une idée est bonne ou pas, c'est est-ce que tu règles un problème qui est un nice to have ou un must have? Est-ce que tu règles un vrai problème en fait? Puis le premier produit, ça s'appelait Forever Live. C'est un produit qui permettait aux gens de gérer leur patrimoine digital, alors tous leurs comptes, Facebook, PayPal et autres. Puis si jamais il leur arrivait quelque chose, il y avait un accident ou peu importe, bien, leur famille ou leurs amis ou leurs coéquipiers recevaient... Pouvaient avoir accès à ce moment-là. À leur patrimoine numérique. Puis là, je commençais à regarder les commentaires, je faisais des tests d'acquisition sur AdWords. Un client me coûtait 40 $. Passwordbox, on pouvait aller chercher du monde pour 25 cents. Après ça, quand je regardais les commentaires, les gens étaient là, ben j'aimerais beaucoup ça, transférer mon patrimoine numérique à ma femme si quelque chose m'arrive, mais j'ai de la difficulté à gérer mes mots de passe. J'ai de la difficulté. Donc, on a regardé le feedback des consommateurs, on a regardé le potentiel du produit, puis on s'est rendu compte en lisant les commentaires que le monde... On pensait beaucoup trop loin pour eux. Ils ne sont pas rendus à penser à gérer leur patrimoine et à le transmettre parce qu'ils ont de la difficulté à le gérer. Puis c'est là qu'on a fait le pivot vers Passwordbox. Puis aussitôt qu'on a fait le pivot, les choses se sont mises à monter en fou. Puis pour différentes raisons. Une des raisons, puis je ne sais pas si vous savez, mais il y a des études d'Harvard qui ont prouvé ça. Tu as beau avoir la meilleure équipe, tu as beau exécuter d'une façon parfaite, si le timing n'est pas bon, ça ne fonctionne pas. Puis c'est pas à cause de vous, c'est pas à cause de l'équipe, c'est pas à cause de l'exécution. Steve Jobs, tu me disais, avec l'iPad, ça a fonctionné, mais Bill Gates... Bill Gates, il s'était fait pitcher la même idée. Ouais. Oui, c'est ça, quelques années avant. Bill Gates s'était fait pitcher là. Puis nous autres, chez Passwordbox, il y en avait d'autres produits dans le marché, mais le timing était excellent pour 3 raisons. Il y avait 3 gros trends en arrière-plan qui étaient là. Le premier, les gens n'étaient plus seulement sur leur ordinateur. Avant, tu étais sur ton ordinateur, tu ne faisais pas grand truc sur ton téléphone. Bien, nous, on a commencé, c'était l'ère du multi-device.
L'iPad, l'iPhone. Là, les gens étaient mobiles. Les gens étaient mobiles. Donc, si tu es mobile, tu ne peux pas juste avoir un papier à côté de ton ordinateur avec tous tes mots de passe. Le deuxième gros trend, le cloud. Avant, tu avais les logiciels dans ton ordinateur. Avec l'avènement du cloud, bien, les gens se sont mis à gérer de plus en plus de services connectés. Puis pour gérer ces services-là, il y avait des accès. Puis le troisième truc, c'est que les gens se sont fait hacker. LinkedIn s'est fait hacker, eBay s'est fait hacker. Ça, c'était parfait pour vous autres. Puis là, les gens ont réalisé que je ne peux pas mettre un password de 6 caractères, 8 caractères. Je dois mettre du 20 caractères, 15 caractères. Puis là, c'est impossible pour moi de me souvenir de 20 caractères. Puis je ne peux plus utiliser le même password sur tous les sites parce que la première chose que les hackers font, quand ils sont sur un site, bien, ils vont prendre le password puis ils vont l'essayer sur tous les services. Donc, si vous avez le même password partout, c'est très dangereux. Mais tous ces éléments-là n'étaient pas là 5 ans avant. Puis, c'est une question qui est intéressante à se poser quand vous lancez un nouveau produit. Qu'est-ce qu'il y a de différent ou qu'est-ce qui a changé dans les dernières années qui font en sorte que ce qui n'était pas possible avant est possible maintenant? Puis c'est là que le timing, je pense qu'on peut réfléchir puis on peut effectuer. Le troisième truc, donc, est-ce que vous réglez un vrai problème? Est-ce que le timing... must-to-have. Oui, must-to-have, un must-have product. Est-ce que le timing est bon? Puis le troisième truc, c'est est-ce que vous avez une idée de comment vous allez distribuer ça? Nous, on a eu plein d'idées. Une idée, ça a été, puis il n'y a aucun produit dans le marché qui le faisait. Une idée, c'était de reprendre le modèle de Dropbox où on offrait 15 comptes aux clients, puis après 15 comptes, bien, tu pouvais inviter un ami ou payer. L'autre truc qui nous a aidé, c'est qu'on a été les premiers dans ce marché-là à permettre aux gens de sharer des passwords de façon sécuritaire. Je ne sais pas si vous savez, mais Netflix, c'est pas pour rien qu'ils ont une croissance de fou, c'est que le marketing se fait naturellement parce que les gens s'envoient leur password de Netflix parce qu'ils ne veulent pas payer leur accès à Netflix. Netflix ne dit rien parce que le monde essaie le produit puis éventuellement, ils se mettent à payer pour le produit. Mais notre produit a connu une grande croissance parce que les gens, justement, échangeaient leur password à des services payants pour économiser de l'argent. Donc, c'est 3 trucs. Distribution, must-have, puis timing. Je pense que ça répond à la question. Avant de passer à l'importance de l'équipe, il y a une question qui me vient en tête. À combien on peut évaluer? Oui, c'est du travail, c'est de la passion, c'est de la persévérance. Mais pour que toutes les planètes soient alignées comme ça, je suis presque gênée de le demander, mais est-ce qu'il y a une partie chance aussi que tu te dis, hey, là, vraiment, tout est aligné? Oui, on a pensé à plein de trucs, on est visionnaire, on regarde le besoin, mais... C'est clair qu'il y a de la chance. Par contre, je pense qu'il y a des méthodes qui peuvent réduire le risque. Ces méthodes-là, ben, avec la méthodologie Lean Startup, tu peux valider des idées assez rapidement puis voir s'il y a de l'attraction. Avec ce que je viens de mentionner, tu peux... puis le plus important, c'est de parler à du monde, parler à vos utilisateurs, asseyez-vous avec eux autres. Parce que les gens peuvent vous dire, je suis intéressé par ce produit-là, mais est-ce qu'ils seraient prêts à dire que c'est leur number one priority? Ouais. Parce que si tu n'es pas dans le top 1 ou top 2 de leur priorité, il y a des chances que tu sois pas là. Même si le monde sont intéressés, il y a tant d'heures dans une journée. Si vous avez des enfants, vous comprenez ce que je veux dire. On n'a pas le temps de régler les nice to have. On a du temps pour les gros problèmes. Une chose que j'aimerais rajouter sur ce sujet-là, c'est la compétition. Pour moi, c'est important qu'il y ait de la compétition parce que la compétition valide le marché. Alors, si vous partez un produit qui est une idée à vous, puis qu'il n'y a jamais personne qui y a pensé, puis qu'il n'y a personne qui le fait, ça va être très long éduquer la planète entière que c'est quelque chose dont il y a un besoin. Habituellement, quand il y a un besoin, quand il y a un pain à résoudre, bien, il y a déjà du monde qui ont commencé. Je dis toujours aux entrepreneurs, tu n'as rien besoin d'inventer. Regarde quelque chose qui existe déjà, fais-le mieux, deviens le leader dans le marché. Alors, pour moi, quand les étoiles s'enlignent, il faut qu'il y ait de la compétition. Parce qu'il faut qu'il y ait du monde à prouver. C'est un signe d'intérêt aussi, ça, de vie et de dynamisme dans le marché. On ne fait pas ça tout seul, évidemment. J'aimerais vous entendre sur
le facteur important de l'entourage. Comment on s'entoure d'une super bonne équipe. Oui. Pour moi, l'équipe, c'est 80 de la réussite d'une entreprise. J'ai fait des erreurs au début quand j'étais dans la vingtaine et qu'on bâtissait des équipes. Dans ma tête, c'était important de garder l'argent, la dépenser le moins vite possible. Alors donc, engager du talent pas cher pour que je me fasse diluer moins, pour que j'ai besoin de lever moins d'argent. Wrong. Complètement la mauvaise affaire à faire. Ce qu'on a fait chez PasswordBox avec le leadership de Dan, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut s'entourer de gens brillants, des stars, qui, eux, puis pour aller chercher ces gens-là, bien, il faut les payer. Ouais. Tu n'attires pas un talent incroyable qui va laisser une job où il fait X dollars par année, qui a une belle vie. Puis là, tu lui dis, ben, tu vas faire 60 000 chez nous, puis tu n'auras rien d'autre. T'sais, pour l'attirer, il faut que ça soit intéressant. Il faut que tu te dilues. Alors, en tant qu'entrepreneur, il faut être généreux. Si vous avez fondé l'entreprise, bien, au lieu d'avoir 100 de l'entreprise, vous allez en avoir 60. Mais quand vous allez aller voir les investisseurs et vous allez pitcher votre idée, vous allez pitcher votre équipe, vous avez de meilleures chances de vous faire financer si vous avez une équipe du tonnerre. Chez PasswordBox, une chose qu'on a fait qui était vraiment brillant, c'était non seulement de s'entourer d'une équipe exceptionnelle dans les opérations de tous les jours, mais aussi en tant qu'aviseur et de membre du conseil. On est allé chercher un ancien exécutif d'Amazon, par exemple, qui était sur notre conseil, qui nous a fait sauver tellement d'erreurs qu'on aurait pu faire. Je vous donne un exemple. Nous, à l'interne, ici à Montréal, on réfléchit à notre affaire. On a une offre de partenariat avec un grand à Silicon Valley. On trouve le deal super, bonne idée, on va faire ça white label. On présente ça au board et notre board member nous dit « Non, non, tu ne touches pas à ça, tu déchires ça, mauvaise affaire, tu vas complètement plus être focus sur ta vraie stratégie, ta vraie mission. » Mais nous, dans notre tête, on croyait vraiment que ça nous amenait un bon client. En fait, ce deal-là faisait qu'on devenait la shop de technologie d'un grand à Silicon Valley. Alors, on a suivi son conseil, puis éventuellement, ils nous ont achetés. Alors, si on avait fait le deal avec cette compagnie-là, qui était un partenariat stratégique white label, alors, développer la solution avec le brand de cette entreprise-là, bien, on n'aurait pas pu éventuellement être acheté par eux parce qu'on était déjà leur shop de technologie en ayant signé le deal. Alors, des erreurs comme ça, on peut faire ça quand on ne s'entoure pas de gens seniors, brillants, qui l'ont vécu pendant 20 ans, des exemples comme ça. Alors, vraiment, l'équipe, s'il y a des entrepreneurs ici dans la salle qui bâtissent leur compagnie, soyez généreux, entourez-vous de gens brillants, donnez-leur des options. Quand on donne des options à un membre du conseil et qu'on l'appelle en urgence pour nous aider à prendre des décisions, bien, il sort de sa rencontre, il nous répond puis il nous parle. Si on lui demande d'être notre mentor, bien, il ne prendra pas l'appel quand il est occupé. On va être les derniers sur la liste. Il y a un côté psychologique à ça. Ouais. Quand les gens sont payés, sont rémunérés, ou quand ils rendent un service, ils vont le faire si on distance, s'ils sont disponibles. Puis je le comprends, mais ils ne prioriseront pas. C'est ça. Tandis qu'il y a comme une obligation morale reliée au facteur de la compensation qui fait en sorte que les gens ils se sentent mal de ne pas te répondre dans un délai raisonnable, étant donné que tu leur as donné 1 % de ta compagnie ou autre. Il y a deux choses que j'aimerais ajouter à Magali. La première, les gens vont dire, ben là, PasswordBox, vous avez été chercher du financement, puis tout ça, puis c'était facile d'aller chercher les meilleurs. En fait, vous n'avez pas besoin de financement pour aller chercher les meilleurs. Vous pouvez signer la meilleure personne conditionnelle à votre financement. On avait fait ça chez PasswordBox. On pouvait engager quelqu'un, je ne sais pas, 200 000 conditionnel à ce que notre ronde de financement de 6 millions se concrétise. Cette personne-là collaborait avec vous autres à concrétiser. Cette personne-là était... Premièrement, elle avait stake in the game parce que tu peux la mettre comme advisor en attendant. Deuxièmement, elle a une promesse de travailler pour nous. Puis troisièmement, quand le VC arrive devant toi puis regarde que tu as aligné 4 personnes de talent,
puis que tout ce qui manque, c'est de faire le chèque, bien, c'est plus facile de le faire. Donc, parce que je fais du coaching avec des CEO, puis souvent, j'entends, ben là, j'ai pas l'argent pour. Mais si tu es pour raiser dans 3 mois, 6 mois, ben, va chercher le meilleur talent. De toute façon, ça va te prendre 3 mois à aller chercher la personne, puis mets le conditionnel à la ronde. La deuxième chose, c'est pas juste de s'entourer des meilleurs investisseurs, advisors et employés, c'est de s'entourer des meilleurs dans tout. Des meilleurs avocats, des meilleurs bankers. Nous, on avait 5 compagnies qui, en même temps, étaient intéressées à nous acheter. Puis dans les 5, il y en avait 2 qui étaient dans le top 10 des compagnies de technologie. Ça a été une aventure assez stressante. Puis puis on a engagé un banker à San Francisco qui m'a permis de naviguer ça. Mais il y a des trucs que personne n'a. Juste pour vous dire, la première fois que j'ai reçu, en fait, la première offre que j'ai reçue d'Intel, puis on avait plusieurs autres gens à qui on parlait en même temps, on m'a dit, ne touche pas au papier, rentre dans la salle, dis que ça ne t'intéresse pas, même si tu trouves l'offre bonne, puis ne touche pas au papier, parce que dès que tu touches à la feuille, c'est des gens qui font des deals constamment. C'est des gens Puis lui, il l'avait fait souvent avec cette équipe-là. Puis lui, ils en ont fait avec cette équipe-là, mais il y a tout le facteur psychologique. Puis la façon qu'il procède, il te donne l'offre verbale. Puis si tu touches au papier, ça signifie, c'est du non-verbal. C'est du non-verbal. Ça signifie que tu as un intérêt à ce prix-là. Donc, si j'avais touché au papier, ça veut dire que tu es dans le ballpark. Finalement, on a réussi à aller chercher plus du double de ce qu'il y avait sur le papier. Puis du double? Oui. Puis on avait plusieurs autres vous faisiez personnes d'intérêt. On était écoute, ça a été fantastique. Bon timing. Puis la raison, on a même eu je ne sais pas si je peux le dire, mais on a eu une offre encore plus élevée à la fin que j'ai dû décliner. C'est vrai, à 5 jours du closing. 5 jours du no-shop que le no-shop expirait. Je l'ai décliné parce que puis c'était à un prix plus élevé, mais je pensais que pour mon équipe à Montréal, c'était mieux d'y aller avec Intel. Premièrement, on a créé des emplois, on a doublé nos bureaux, puis Intel, c'est une compagnie qui n'était pas établie à Montréal. Ouais. Donc, il y avait plusieurs compagnies qui nous demandaient de déménager. C'était très, très important pour moi que la compagnie reste à Montréal, qu'on génère des emplois à Montréal. Puis l'autre truc, c'est que avec eux, il y avait vraiment... Tu sais, Intel sont dans 90 % des ordinateurs. Donc, notre produit aujourd'hui est presque dans tous les ordinateurs qui sont sur les tablettes, grâce à Magali qui a négocié des partnerships et tout ça. Là. Une autre chose que je vais rajouter pour le banquier, qui est hyper important, comme Dan disait, de s'entourer d'experts, même avec les professionnels qu'on a besoin. Si vous avez une entreprise à Montréal et que vos acheteurs potentiels sont dans une autre ville, prenez un banquier dans la ville où les acheteurs potentiels sont. Puis tu veux un banquier qui a négocié avec les connaît. C'est ça, exactement. Là, tu vas te chercher de la valeur parce qu'il sait comment il réfléchit, il sait comment il pense, il sait où il commence dans ses négociations. Alors, juste à penser à des petites choses comme ça, ça donne plus de chances de négocier une meilleure valeur pour l'entreprise. Mais business is a contact sport. C'est un sport de contact. Donc, si vos banquiers n'ont pas les relations avec les gens avec qui vous voulez traiter, puis que les relations sont à bâtir, bien, il y a beaucoup de chemin à faire. Oui, tu pars de pas mal plus loin à ce moment-là. Nous, on est très relax, hein, parce que c'est super intéressant, puis on ne nous a pas mis de chronomètre. Alors, j'ai aucune idée où on est rendu. Il reste 12 minutes. Il reste 12 minutes, parce que je ne le vois pas du tout. Est-ce que... puis Dan t'en a parlé. Toi, tu dis, faut être focusé, mais il faut être aussi agile, parce que la stratégie de départ est rarement celle qui va être appliquée en cours de processus. Tout à fait. Puis souvent, comme investisseur, j'ai investi des fois dans des idées de projet au lieu de regarder l'entrepreneur, puis je me suis planté. Puis quand j'investis, je suis un des premiers investisseurs dans un truc qui s'appelle Frank & Oak, qui font des vêtements. Ça ne s'appelait pas Frank & Oak. Au début, quand j'ai investi, ça s'appelait Mode à Suite. Puis ils faisaient des suits sur mesure. Tu te mesurais dans ton garde-robe, tu envoyais. Puis regarde, ça... Donc,
Si je n'avais pas cru en Hicham puis Ethan, puis j'avais plutôt regardé le produit, mais il y avait quelque chose, ces entrepreneurs-là, qui m'excitait, qui a fait en sorte que j'investis dedans. Puis à chaque fois que j'investis dans l'entrepreneur plutôt qu'investir dans le projet, parce qu'un entrepreneur, il n'a peut-être pas la meilleure idée au début, mais s'il est assez brillant pour s'en rendre compte, il va trouver une solution. Ouais. Puis c'est ça qu'on cherche quand on fait de l'investissement. Est-ce qu'il y a des... parce que c'est le thème de notre entrevue cet après-midi, il y a des... J'aime pas ça dire des clés du succès, mais est-ce qu'il y a des notions de succès que vous avez en tête qu'on n'a pas abordées? Bien, il y a le concept de Lean Startup. Lean Startup, c'est bâtis pas un produit, puis après, va dans le marché. Une fois que ton produit est tout bâtis le Minimal Viable Product, le prototype de base qui va te permettre de tester ton hypothèse. Puis souvent, chez Passwordbox, on voulait lancer un nouveau feature, mais au lieu de développer le nouveau feature, bien, on rajoutait un bouton. Puis si les gens cliquaient sur ce bouton-là, bien, on se disait, est-ce que le monde veut le sharing? Bien, si les gens cliquent sur sharing, bien là, peut-être que s'il y a un certain pourcentage de gens qui cliquent dessus, ça vaudrait la peine de le développer. D'aller plus loin. Souvent, le data, puis on est data-driven dans notre entreprise, ça nous permet aussi d'éviter des conflits à l'interne. Parce que toi, tu peux penser que tu as la meilleure idée, moi, je peux penser que j'ai la meilleure idée, mais en bout de ligne, c'est l'utilisateur qui choisit. Donc, on va tester les deux idées. On va voir laquelle des deux obtient le plus de traction en termes de metrics. Puis, si le data dit noir ou blanc, data don't lie. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'argumentation à avoir. Puis souvent, je pensais avoir une bonne idée, quelqu'un d'autre me challengeait avec quelque chose, on le testait, puis l'autre personne avait raison. Donc, le gut feeling, c'est important, mais le data, je te dirais, c'est encore plus important parce qu'on se trompe. Exemple, la première page de Passwordbox, on s'était dit, il faut que ce soit rouge, il faut mettre le logo d'une compagnie de sécurité. Puis on s'est rendu compte que si on faisait penser aux gens à la sécurité, ils commençaient à s'inquiéter. Puis s'ils s'inquiétaient, bien, ils cliquaient moins, puis ils n'osaient pas mettre leur password dans Passwordbox. Tandis que quand on a tout changé pour le vert, puis on a simplifié. Vous avez changé du rouge au vert. C'est terrible, ça. Non, je fais une blague. Non, mais la Banque nationale devrait passer au vert. Moi, j'aime pas être dans le rouge. Non, moi, passer du rouge au vert, c'est... Deux autres petites choses que je veux rajouter qui ont fait partie de notre succès. Créer de la propriété intellectuelle, c'est très important pour moi quand je regarde une entreprise en tant qu'investisseur. On a fait une job exceptionnelle en créant de la propriété intellectuelle chez Passwordbox, ce qui nous a donné énormément de valeur quand on a évalué notre entreprise, quand Intel a fait le due deal sur notre entreprise. Puis une autre chose très importante que je remarque que les jeunes investisseurs doivent faire un peu mieux, qu'on a fait très bien chez Passwordbox, c'est la communication avec vos investisseurs. Alors, quand on reçoit de l'investissement d'anges investisseurs, que ce soit 5, 10 ou un fonds qui met un montant, que ce soit Real Ventures, mettre en marche une communication à tous les 30 jours de tous les milestones de l'entreprise, où on en est, ce qu'on a fait correct, qu'est-ce qu'on a fait pas correct. Parce que quand ça va mal, là, puis que là, tu appelles tes investisseurs, tu dis, j'ai besoin d'un bridge, si j'ai pas mon 200 000, je peux pas lever ma ronde, ma série A. Tu n'as pas géré les attentes. Mais là, si tu n'as pas parlé pendant 4 mois, là, puis ils ne savent pas ce que tu as fait, ça va mal. Alors, communiquez avec vos investisseurs, utilisez-les pour vous aider dans votre entreprise, puis ils vont être là pour vous quand ça va mal, parce que tu veux vraiment des investisseurs et un fonds qui a, comment on dit ça en français, that have your back. Qui va te backer. Très bien dit. Qui va te backer en tout temps. Qui va te supporter en tout temps. C'est ça. Puis quand tu choisis ton gros fonds pour ta série A, une ronde de 5 millions en montant, bien, c'est vraiment un mariage. Alors, il faut choisir un partenaire qui va être là quand ça va bien, quand ça va mal, qui va t'aider avec ton due deal. C'est comme un mariage. Ben oui, c'est ça. Exact. Normalement, c'est pour plus de 10 ans. Nous, ça a duré 2 ans et demi parce qu'on était chanceux, mais... Normalement, une compagnie, la durée de vie même des fonds, c'est 10 ans parce que les exits se font entre 5 et 10 ans après la création de l'entreprise. Puis, je vous dirais que c'est beaucoup plus... Imaginez l'investissement que vous avez fait dans votre couple à bâtir la relation. Bien, il faut faire un investissement
presque équivalent quand on choisit avec qui on travaille. Parce que tu passes pas mal plus de temps Effectivement. avec ton partenaire au bureau qu'avec ta blonde ou ton chum. Puis les investisseurs, c'est la même affaire. Puis c'est une relation qui doit être là parce que souvent, moi, j'ai vu des gens accepter des term sheets de certains VC avec qui j'aurais jamais signé de term sheet. Pas parce que... je pense qu'ils ont fait ça sans connaissance de cause, puis sans penser au futur, puis dans 5 ans, puis dans 10 ans. Le montant de la ronde, puis les conditions, oui, c'est quelque chose d'important, mais que tu t'entendes bien avec la personne, puis que tu aies confiance qu'elle ait ton support, Ouais, en fait, c'est ça. qu'elle te supporte si jamais tu en as besoin, c'est encore plus important. Mais pour poursuivre dans l'analogie, puis on va probablement terminer avec ça, vous autres, dans le fond, votre mariée, là, vous l'avez faite tellement belle, tellement attirante, que vous l'avez vue partir avec un autre. Tu sais, je comprends qu'il y a un gros chèque qui vient avec ça, mais comment on vit après? Est-ce qu'il y a un deuil? Tu sais, tu vois ton bébé, ta réussite partir, puis là, toi, Magali, tu travailles encore un peu là, mais quand même, vous avez vendu. Comment on vit ça, cette séparation-là? Bien, pour nous, du début, la vision était de devenir le leader dans le marché. Quand on s'est fait offrir d'être acquis, c'est parce qu'on croyait qu'on y arrivait plus vite avec eux. C'était pas parce que le rêve arrêtait. Alors moi, j'ai jamais vu ça comme c'est terminé et puis on est triste. La raison qu'on a choisi de se faire acheter par Intel, c'est qu'on croyait, et c'est en train d'arriver, qu'on allait devenir le leader mondial plus vite que si on était seul à continuer à lever des rondes puis essayer de le faire tout seul. Puis on avait le choix. C'était soit qu'on lève une ronde de 50 millions ou soit qu'on s'associe à un grand joueur. Puis quand Intel nous a approchés, puis on dit, regarde, l'encryption, au lieu de la faire au niveau de l'OS, on va pouvoir la faire dans la chip. Puis au niveau de la distribution, on peut vous mettre dans 90 % des PC qui sont livrés dans le monde préinstallés. On s'est dit, bien, on a un edge technologique, puis on a un edge au niveau de la distribution. Même si je vais lever 50 millions, T'arriveras pas j'ai fait le calcul, je n'aurais pas été capable d'atteindre les mêmes milestones. Puis notre but, nous autres, c'est d'être le market leader, puis qu'un milliard de personnes un jour se servent de notre produit. Puis là, après ça, tu te demandes en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est le chemin A ou c'est le chemin B? Puis c'est le chemin d'Intel qui nous rapprochait de l'objectif. Et aujourd'hui, à partir de la semaine passée, TrueKey est distribué dans tous les ordinateurs Lenovo, dans tous les ordinateurs Dell et dans tous les ordinateurs HP. Alors, on est très, très fiers de pouvoir vraiment, dire ça. avec raison. Si on avait essayé de faire ces deals-là seuls, ça aurait été long. C'est très difficile de faire des deals avec ces compagnies-là. Alors. Merci infiniment. C'est fascinant. Vous êtes généreux de vos conseils, de votre histoire. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.